savoir s'il y avait des gens qui n'étaient pas membres de l'UPR. Toi, on te connaît. Pur et simple. Bien sûr. Donc je voudrais revenir sur les chiffres. Est-ce que les chiffres que tu as communiqués ne seraient pas plutôt, enfin, ça m'étonne, hein, le 39 milliards donnés à l'OTAN par la France, est-ce que ce ne serait pas plutôt le budget militaire, le total des budgets militaires? C'est ce que j'ai dit. Excusez-moi. C'est extrêmement difficile de faire la part précise des différentes dépenses à cause du fait qu'il y a les dépenses directes et les dépenses indirectes. Non, mais je veux dire, ce que donne la France à l'OTAN, c'est à peu près 200 millions d'euros hein, pour le fonctionnement administratif. Oui, 237. Oui. Voilà. Le reste, ça va atteindre tout de même à 39 milliards d'euros. C'est notre budget militaire, hein, c'est bien ça. Mais oui, mais 2%, je te signale que 2%, ça fait exactement les 2% du PIB. Et c'est exactement ce que réclame l'OTAN. Non, mais c'est notre budget militaire. Oui, mais... 600 milliards d'euros, c'est le budget militaire des États-Unis. Oui, mais ça inclut les opérations françaises qui se déroulent sous le flag, sous le pavillon Quand on OTAN. achète des Rafales, c'est compris dans ce 1,8% du budget, on est bien d'accord? Oui. D'accord, oui. Tout à fait. Mais tout n'est pas destiné à l'OTAN. Tout à fait. Je rebondis à ce que disait le collègue là. Quand les États-Unis veulent envahir un État, ils n'ont pas besoin de l'OTAN. Regardez l'intervention en Irak en 2003. Elle s'est faite sans l'aval de l'OTAN. Évidemment, ils sont membres de l'OTAN. Mais ce n'est pas en tant que membre de l'OTAN qu'ils l'ont fait, ni en membre de l'ONU, puisqu'on a vu ce qui s'est passé à l'ONU. Par contre, l'OTAN a envoyé des formateurs en Irak, qui ont formé les officiers et les policiers irakiens. Mais je veux dire, quand les États-Unis ont envie d'agresser un État, ils le font sous le drapeau américain. Oui, mais quand ça se passe en Europe ou en Asie centrale, tout est très mélangé parce que, par exemple, pour les opérations de frappe qui ont eu lieu en avril sur la Syrie, ça n'a pas été dit officiellement, mais il est quasiment certain que les centres de coordination de l'OTAN ont été mis en œuvre. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, les États-Unis peuvent très bien se passer. Bon, c'est vrai, il y a le Conseil de l'OTAN qui se réunit, le Conseil politique. Ils n'ont pas besoin de ça s'ils veulent intervenir, c'est ce que je veux dire. Hein. Oui. Il ne faut pas croire que l'OTAN, il y aurait un conseil là, qui pourrait s'opposer aux décisions américaines. Ah non, j'ai jamais dit ça. Donc, non, mais Et qu'est-ce qui fait que pourquoi la France peut intervenir et plus ou moins que l'Espagne ou que l'Allemagne? En fait, on fait ce qu'on veut, ça donne la sensation que c'est les pays qui décident, alors que derrière, il y a une volonté de mettre en avant plus un pays qu'un autre, alors que tous sont d'accord pour l'action générale. Oui, mais des pays que tu cites, là, en fait, il y a seule la France qui a une armée suffisamment organisée et suffisamment équipée pour se projeter, comme ils disent, sur un théâtre extérieur. Oui, mais on peut condamner ou pas? Là, la Pologne est allée intervenue, il y a des militaires, il y a quand même... Et est-ce que le fait que l'Allemagne condamne les interventions de la France, c'est pas juste un leurre pour dire on fait croire que la France choisit alors que derrière c'est la France choisit rien du tout, et on fait croire que l'Allemagne choisit d'y aller ou pas alors qu'en fait c'est juste peut-être un accord ensemble de dire la France peut donc elle y va et l'Allemagne peut pas donc elle condamne. Oui, c'est possible, oui. En Afghanistan, il y avait quasiment tous les États de l'OTAN. Ils sont intervenus en Afghanistan, y compris l'Allemagne. Bon, on a perdu, je crois la France a perdu une quinzaine de soldats, Bon, il y avait l'Espagne, tous les pays de l'OTAN, c'est une opération purement OTAN. Évidemment, on est dirigé par les États-Unis, mais c'est le type même d'opération OTAN. Et actuellement, dans le nord de la Syrie, il n'y a pas que des Français, il y a des Américains, il y a des Hollandais, il y a des Allemands. Oui, mais la Syrie, officiellement, c'est pas OTAN. Oui. En Afghanistan, ce qui est intéressant, c'est que l'OTAN est intervenu, a pris relais dans la chaîne de commandement des forces de sécurité qui étaient envoyées par l'ONU de façon illégale. En fait. Ça a été légalisé par la suite par l'ONU, mais elle a fait ça. Vous me dites, j'ai tort. Il me semble que c'est une force mise en place par l'ONU et les Américains, l'OTAN a décidé de façon unilatérale, sans se concerter, d'intégrer et de prendre la chaîne de commandement de cette force sans unanimité, on va dire, de l'ONU, quoi, des décisions. Voilà. Bon, ça a été légalisé par la suite. Oui, imaginons qu'on décide de sortir de l'OTAN. Et voyons un peu le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après.
il faut savoir que les États-Uniens sont manichéens. Ça remonte assez loin. 1620, j'aime bien, mais bon. Ils sont manichéens, c'est-à-dire que la question qu'ils se posent, elle est très simple. Vous êtes avec nous ou contre nous? Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils conduisent une guerre hybride. C'est-à-dire que dans la mesure où nous sortirions de l'OTAN, en envoyant une lettre recommandée à un général, bon, avec accusé de réception éventuellement, dans la mesure où nous sortirions de l'OTAN, ils conduiraient une guerre hybride. Ils ne vont pas d'emblée nous bombarder. Mais par contre, si vous êtes chez Microsoft, ou chez Oracle, ou si vous utilisez les différentes déclinaisons de la NSA, ou si vous avez des centrales nucléaires dont les logiciels, etc., etc., en gros, la propagande par la presse, il y a tout un ensemble également de 5e colonne qui sont déjà présentes sur notre territoire. Ils sont là, la 5e colonne, il y en a plusieurs même. C'est un polygone bizarre, le Pentagone. Donc on aurait des tas d'emmerdements, mais des emmerdements sans nom. Et donc il faut savoir que dans la perspective de cette sortie de l'OTAN, il faut déjà penser à détricoter tous les points d'appui de la guerre hybride et toutes les 5e colonnes qui sont présentes sur notre territoire. Et donc la sortie de l'OTAN, indispensable. Il ne faut pas tarder. Mais la lettre recommandée avec accusé de réception au général en chef, ça ne va pas suffire. Et il faut déjà peut-être d'abord penser à ce qu'il faut faire pour prévenir la guerre hybride. Monsieur, une réaction là-bas. Derrière vous, il y avait quelqu'un. Oui, c'est vrai. Je pense que si, comme vous dites, Laurent, tout ça, si on devait sortir de l'OTAN, on aurait beaucoup de mal. On va en chier. Mais est-ce qu'on en a déjà chié? Alors donc, on doit rester. C'est ce que vous voulez dire. Pour notre bien, nous. Et dans ce cas-là, quel avenir on donne à nos petits-enfants? Est-ce que nous, qui n'avons jamais connu de guerre, de famine, de rien du tout, on ne doit pas souffrir un peu et faire le maximum pour assurer un avenir aux petits qui sont en train de naître? Deuxième question, quel est le rôle de l'ONU? À quoi sert l'ONU aujourd'hui? Il faut peut-être réfléchir à ça aussi. Le monde est en évolution, le monde change, et si on sortait de l'OTAN, on n'aurait pas d'avion super bon, c'est sûr, mais on est en guerre avec qui? Le seul contre qui on serait en guerre, c'est notre ami, les ricains. Voilà. On est en guerre contre nos amis. On le sait, c'est tout. Voilà. Et on aura une guerre économique, une guerre peut-être militaire. On sera peut-être bombardé, parce qu'on n'hésite pas à bombarder Belgrade, partout, on bombarde. Peut-être. Mais est-ce qu'on ne doit pas risquer notre vie, comme nos anciens l'ont fait, pour sauver la France et l'avenir des nôtres? Voilà. Oui. Sans aller dans l'extrême, pour répondre, pour faire d'une pierre deux coups, les Américains sont peut-être manichéens, mais les Français ne le sont pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne me sens pas manichéen. Et je pense que la réaction à adopter, parce qu'effectivement, on est dépendant des Américains sur le point de vue informatique, là vous parlez de l'informatique, mais sur d'autres aspects. Et je pense que la position de la France devrait être une position en fait empreinte de parcimonie, d'équilibre, et de savoir que les Américains, peut-être eux peuvent être manichéens, mais nous on n'est pas obligé de l'être, et surtout eux ont besoin de nous au final. Au final, entre les Américains, nous on a toujours cette pensée un peu d'infériorité française par rapport au grand américain, la grande puissance américaine. Mais en fait, je pense que eux se rendront compte, si l'Union européenne se détricote et si on sort vraiment de l'OTAN, qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre appui diplomatique, ils ont besoin de notre appui en réalité. Donc je pense que voilà, même s'il faut peut-être se préparer à une rupture, il ne faut pas avoir peur de cette rupture, parce que je pense qu'en réalité l'amitié franco-américaine elle existe, elle perdurera après notre mort, et puis et on n'a pas, en fait, sans être dans une position belliqueuse, on peut s'en sortir, je pense. Je voudrais réagir à ce qui a été dit précédemment là, sur le fait que les Américains ne feront pas de cadeaux pendant la période de transition en sortir de l'OTAN. Et il faut penser à l'avenir, à ce qui se fera. La France, quand elle a fait quelque chose de différent des pays occidentaux, les autres l'ont suivi. C'est toujours été dans l'histoire. Notamment lorsqu'en 2003, la France avait refusé d'intervenir en Irak. Voilà, il n'y avait que deux pays en gros qui ont participé, le Royaume-Uni et les États-Unis. Je ne pense pas que les pays voisins voudraient tellement faire de mal à la France, tellement mettre le bâton dans les roues.
Je pense qu'en réalité, ce ne sera pas un coup comme ça. Et si la France le fait, il y aura d'autres qui vont suivre. Ce sera le premier domino qui va tomber. Mon point de vue. Bonsoir. Oui. D'abord, je veux remercier pour le reportage, vos explications. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. J'ai appris aussi des choses que je ne connaissais pas en profondeur. Ma question est la suivante. Par un média sérieux, j'avais vu et entendu qu'il y avait 6 mois environ, l'armée américaine aurait en France une base militaire. On aurait mis une base militaire. J'en entends parler nulle part depuis. Alors je voulais savoir si c'était une base militaire de l'OTAN ou pas. Et il paraîtrait, je ne vais pas vérifier, mais par ce média, que c'est interdit par la Constitution. Mais que ça s'est fait quand même. Donc je voulais avoir, si vous savez ça, je voulais avoir des explications. Je n'ai pas de renseignements précis, mais je pense que c'est certainement une des 4 bases dont je parlais dans la présentation, suite à l'accord de 2016 avec le président Hollande. Je pense que c'est le début de l'installation d'une base de l'OTAN. Je ne sais pas où, mais donc... Ça date d'à 6 mois. Je pense que c'est ça. Ça ne peut pas être les États-Unis, effectivement, parce que il faudrait des accords bilatéraux, et je n'ai pas entendu parler d'accords bilatéraux sur ce sujet-là. Comment on peut expliquer que l'OTAN ne soit pas devenu petit à petit un organe militaire de l'ONU ? Je pense que ça s'est créé indépendamment. L'ONU existait déjà quand l'OTAN a été créé. Non, mais c'est surtout parce qu'il y avait le pacte de Varsovie, il y a la... Mais le pacte de Varsovie... Ils sont pas dans l'OTAN, tous ces gens-là. Et le pacte de Varsovie a été créé après l'OTAN. Non, mais il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'OTAN. L'OTAN, c'est l'Atlantique Nord. C'est une alliance politique et militaire entre donc 12 pays. Et Oui, mais on sait que c'est Washington qui pilote, et on sait que c'est Washington qui pilote l'ONU. À quel moment est-ce qu'on ne se dit pas comment ça se fait que... Au moment où ça s'est créé, je ne suis pas sûr que les États-Unis pilotaient l'ONU. L'ONU, c'est quand même un regroupement, je ne l'ai pas en mémoire, mais ça doit être plus de 230 pays différents. Hein. C'est pratiquement 80... Oui, mais on voit bien que dans les faits, c'est quand même les États-Unis qui décident. S'il y a la Lituanie, la Russie, l'Australie qui dit les États-Unis c'est pas bien ou l'ONU c'est pas bien, il se passe rien. Alors qu'on voit bien que ce que dit les États-Unis, ça se fait. C'est le seul pays où on voit cette corrélation entre ce qui se dit et ce qui se fait. Enfin non, effectivement, c'est pas aussi manichéen que ça. L'ONU s'est opposée à l'intervention des États-Unis d'Amérique en Irak en 2003. Certes, ça n'a pas empêché les États-Unis de le faire. Donc, c'était la volonté de l'ONU de laisser faire. Non, mais c'est que l'ONU... Ils n'ont pas les moyens. À partir du moment où un pays comme les États-Unis... Il y a des moyens juridiques, bien sûr qu'il y a des moyens juridiques. Oui, est-ce que la population ne suit pas, en fait, finalement, ce que décide l'ONU ? Non, mais tu sais, dans les questions armées, le juridique, à mon avis, il compte pas beaucoup. Hein. Le juridique, c'est bien joli, mais qui va faire le gendarme pour empêcher les États-Unis d'Amérique d'intervenir ? L'ONU, pourquoi l'ONU ne fait pas ce travail-là ? Et tu as bien vu, ça a été dit par Jean-Pierre, 73% déjà, ça c'était le graphique, des dépenses militaires des pays de l'OTAN sont assurées par les États-Unis d'Amérique, et un quart, on a entendu ça dans une des vidéos, un quart des dépenses militaires mondiales sont celles des États-Unis d'Amérique. Alors tu me diras, c'est vrai que si les 3 quarts d'autres se donnaient la main pour les empêcher de faire quelque chose, ça pourrait peut-être marcher, mais ça me semble quand même assez utopique là. Qui va oser faire le gendarme face aux États-Unis d'Amérique ? À mon avis, personne. C'est pour ça qu'on voit bien que l'ONU suit les intérêts américains à tout instant. Non, il est contraint et forcé. L'ONU peut rien faire. Mais est-ce que c'est pas pour nous faire croire qu'il y a une espèce de justice qui tente quelque chose et que nous on pourra pas faire. Si l'ONU réussit pas, nous en tant que citoyens on pourra rien faire. Est-ce que c'est peut-être pas ça derrière l'idée ? Mais l'ONU, c'est la Chine, la Russie, c'est le Conseil permanent des 5. Donc ouais. Les États-Unis peuvent pas seulement quand même, il faut pas oublier. Seulement, mais oui, c'est en effet près de 200 pays. Je sais pas s'il y en a plus de 200 quand même. Les décisionnaires au final sont les gens qui sont au Conseil permanent. Non, ce sont ceux qui ont le droit de veto. Voilà, ils sont 5. Mais ce ne sont pas forcément eux qui décident. Ce sont eux qui décident d'empêcher quelque chose. Ils décident des interventions. Excusez-moi, ils décident des interventions. Excusez-moi, mais le Conseil de sécurité, je vais peut-être dire une bêtise, mais le Conseil de sécurité des États-Unis n'est pas composé que des 5 qui ont le veto. Hein. Il y a des membres, il y a 14 membres qui tournent.
Et donc les résolutions du Conseil de sécurité sont faites après débat et vote. Hein. Tout à fait. Sachant que seuls 5 pays ont un droit de veto. Oui. Et donc les États-Unis, quand ils veulent imposer, pour répondre à Hotman, les États-Unis, quand ils veulent imposer une politique, que ce soit par le biais de l'OTAN ou de l'Union Européenne, peu importe, en fait, ils se confrontent au veto des Chinois et des Russes. Mais en l'occurrence, ça change rien. Peut-être, en l'occurrence, ça change rien. La Chine n'est pas contre les États-Unis en Irak ou en Syrie. Oui, mais la Chine suit la Russie en Syrie, et la Chine suit la position syrienne en Syrie, russe en Syrie. Et donc, par exemple, s'il y avait une résolution qui était proposée par les Américains à l'ONU, les Russes et les Chinois mettraient leur veto. Donc c'est pour ça que c'est une institution qui est bloquée. Confrontation, ils ont une volonté de travailler ensemble. Ouais. C'est quand je parlais des mouvements non alignés, c'est ça. C'est eux. La Chine est très OMC et très formaliste. Ils utilisent des outils en place pour essayer de faire avec. Et donc jamais ils auront au crash. Même si, justement, ce qui se passe en ce moment, c'est que la Chine, au niveau économique, est passée devant les États-Unis. Donc là, ça crée des conditions belliqueuses. Mais militairement, ils sont pas. Militairement, ils sont pas puissants, mais économiquement, ils travaillent avec l'Afrique, ils essayent d'aider. Et dans ce sens-là, ils tendent une main tendue. Et on la prendre. Il y a la possibilité de faire la paix. Je crois quand même qu'il ne faut pas oublier, là, dans tout ce que nous disons, les États-Unis d'Amérique possèdent quand même une puissance militaire jamais vue dans l'histoire de l'humanité par rapport à ses voisins. Je crois que j'avais lu quelque part, c'est un peu dit en sous-entendu, mais les États-Unis ont une puissance militaire supérieure aux 4 autres puissances militaires mondiales dans le rang des plus puissants aux moins puissants. C'est-à-dire que les 4 suivants, donc 2, 3, 4, 5, réunis, sont encore inférieurs à la puissance des États-Unis d'Amérique. Donc c'est vrai que c'est d'ailleurs extrêmement inquiétant. Mais pour répondre un peu à ta question, que veux-tu faire contre une pareille puissance? Ce que je veux dire, c'est que la Chine, c'est que la Chine, elle dit non, c'est pas bien, ou la Russie dit non, c'est pas bien, les États-Unis, ce que vous faites. Sauf que dans les faits, au niveau économique, ils continuent d'échanger de produits industriels pour qu'ils fassent la guerre. Donc on ne peut pas dire je suis contre que vous fassiez la guerre et je participe parce que vous fassiez la guerre. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas pour nous faire croire que la Chine et la Russie seraient contre à un moment donné les États-Unis, alors que dans les faits, la réalité c'est que la Chine, les États-Unis, comme tous les pays du monde, convergent à suivre les directives de Washington. Sur le plan monétaire, sur le plan diplomatique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et scientifique. C'est plus vrai. Non, d'autant plus que la... C'est moins vrai. Pour appuyer le propos précédent, les États-Unis, ils possèdent plus de 700 bases dans le monde. Si on regarde la Russie, c'est moins de 10 bases. Alors, on dit des fois 7, des fois 8. Juste pour donner des petits ordres de grandeur, parce qu'on diabolise souvent les Russes, on a l'impression qu'ils vont envahir toute la planète, tout ça. Bon, voilà. Après, moi je pense que le droit international, globalement, on l'utilise, on le respecte quand il converge avec nos intérêts, quoi. Donc dans la mesure du possible, on va essayer d'agir dans les règles, donc soit dans l'OTAN, soit à travers le Conseil de sécurité, soit en respectant. Mais bon, si on n'obtient pas cette adhésion, on va quand même y aller. Donc il faut garder ça en tête, je pense. Pour rebondir, théoriquement, lorsqu'il y a une intervention militaire dans le monde, entre États membres de l'ONU, puisque tous les États sont membres de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui décide. Et si j'ai bonne mémoire, la dernière, ça a été la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, elle a été votée par le Conseil de sécurité, donc il n'y a pas eu de veto de la Russie ou de la Chine. Et donc on a eu une coalition, il y avait je ne sais plus combien de pays, y compris la France, le chevènement avait démissionné. Voilà, ça c'est le seul cadre légal pour un État, un groupe d'États, pour intervenir. L'OTAN n'a pas à intervenir. L'OTAN, théoriquement, ne devrait pas se substituer à l'ONU. Elle n'a pas ce pouvoir. Normalement, et nous on milite pour ça, le PM, c'est quand même l'ONU qui est décisionnaire. C'est elle qui décide de la guerre et de la paix, en fait, de l'emploi de la force. Oui, mais en Libye, l'OTAN est intervenue et l'ONU a donné son aval après coup. Et là, la Chine et la Russie ont regretté de ne pas avoir mis le veto. Ah d'accord, donc il y a eu l'ONU, enfin, bon ça s'est fait après coup, mais
Il y a eu l'aval de l'ONU. Mais le mandat accordé n'était pas celui de renverser le régime. Exactement. Et c'est pour ça que la Russie et la Chine vont plus se faire avoir 2 fois, parce qu'on a donné un accord sur l'espace aérien pour éviter de bombarder tout ça, et ça s'est transformé en renversement de régime. Tout à fait. Et donc maintenant, en Syrie, bon, ils vont être plus prudents. La Chine et la Russie se sont fait avoir 1 fois, maintenant je pense qu'ils vont pas se faire avoir 2 fois. Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils ont émis leur veto pour la Syrie, me semble-t-il. Oui. Assez récemment. Et un exemple d'un pays qui est sorti de l'OTAN? Je ne crois pas. Non, c'est vrai, non, je ne crois pas. Bonne remarque. Il n'y en a que la France qui avait... Il n'y a que la France qui était sortie du commandement intégré de l'OTAN sous De Gaulle. Ah, c'était une prémisse déjà. Moi, je pense qu'en gros, l'OTAN a toujours été imposé par les États-Unis comme seul moyen de défense de l'Europe. Ils l'ont très bien fait dès le début au traité de Maastricht, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une autre force qui se développe. Alors c'est marrant parce que en gros, l'Union européenne elle est défendue par des pays qui n'en font pas partie, notamment la Turquie. Et ça pose de gros problèmes. Alors, les États-Unis en ont parlé, le Canada, bon, d'accord. Mais même la Turquie, bon, est-ce que les intérêts des Turcs sont les mêmes que ceux des citoyens français? Je ne suis pas bien sûr. Surtout quand on voit, l'évolution de la politique de Erdogan actuellement. En plus, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il a un moyen de pression énorme à cause de l'immigration, qui fait qu'il a une marge de manœuvre qui est assez large. Parce qu'à tout moment, il peut ouvrir les vannes. Il y aura 2 millions de migrants qui vont arriver en Europe, donc il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. Bon, il est quand même dans l'OTAN, voilà. On est d'ailleurs dans une situation avec les militaires qui sont rentrés clandestinement dans le Kurdistan. On est d'ailleurs dans une situation qui est croquignolesque parce que on a des militaires français qui ont mission d'épauler le PKK et qui vont se retrouver face à des forces turques, pays de l'OTAN. Il va donc falloir qu'on fasse intervenir les armées françaises pour aller défendre les armées turques attaquées par des armées françaises. En vertu de l'article 5 du traité de l'OTAN. Je signale qu'il y a déjà eu un affrontement entre 2 pays de l'OTAN, c'est la Grèce et la Turquie, parce que c'est assez fort. Ils sont rentrés ensemble, et depuis les années 50, ils sont rentrés en 53, je crois. Et dans les années 60 et 70, il y a eu des affrontements. Vous aviez retraite, on montrait les soldats obus de la marine turque. Enfin, c'est extraordinaire. On a eu 2 alliés qui, quand même, se sont fait la guerre, alliés de l'OTAN. Et aidés chacun contre les Américains. C'est quand même fort. Parce que ce sont de faux alliés. Et tout ça se fait sous la pression des États-Unis qui veut. C'est des faux alliés, oui. En fait, ce ne sont pas des alliés du tout. Des alliés par intérêt. Oui, surtout par le forcing des États-Unis, je crois, moi. Mais ça, il ne faut pas se leurrer, on l'est toujours. Quand on est allié, c'est forcément qu'on a un intérêt commun. Sinon, on n'en est pas. Moi, je crois qu'il faut... Les relations internationales, elles sont extrêmement cyniques. Chaque État voit son intérêt. Et il a bien raison, d'ailleurs. La Libye, c'était la même chose. Donc si on sort de l'OTAN, on remettra en cause les intérêts des États-Unis sur certains théâtres de guerre dans le monde. Parce qu'on aurait une position diplomatique unilatérale. Non, mais... Donc on a un risque de se faire attaquer. Non, alors se faire attaquer de façon frontale, je pense que c'est pas réaliste. Par contre, ça a été dit tout à l'heure, les États-Unis, ils ont tout un arsenal de moyens de pression économique via une législation qui est beaucoup plus sophistiquée que la nôtre. Regardez BNP Paribas, les milliards de dollars qu'ils ont dû payer aux États-Unis parce que... aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple là, Trump a annoncé qu'ils sortaient de l'accord. Si une entreprise française, une grosse entreprise comme, je sais pas, Total, continue à avoir des actions en Iran, même si c'est légal sur le plan français, même si c'est légal sur le plan européen, elle est considérée comme une US person, et donc elle sera sous le coup des sanctions américaines, même dans 10 ans, qui vont pouvoir lui réclamer des milliards et des milliards de dollars. C'est là où ils sont très bons, les Américains, c'est qu'ils ont ficelé tout un maillage législatif bien meilleur que le nôtre. On n'a pas été capable de se protéger face à ça, qui fait qu'ils nous imposent tout un tas de sanctions. Et enfin voilà. Ils ont créé quelque chose d'extraordinaire, c'est l'extraterritorialité de leurs droits. Ça c'est fabuleux, quoi. Dans le paiement en dollars. Oui. Ça c'est une invention Ce qui est impressionnant, ça Il n'y a pas de solution, c'est ça ce que vous voulez
voulez dire? Moi je crois que l'objectif principal de notre pays, c'est, dans la mesure, dans l'hypothèse où on sortirait de l'OTAN, c'est d'abord de ramener tous ces militaires, tout son arsenal sur le territoire français, en dehors des accords bilatéraux passés avec quelques pays d'Afrique. Bon, à partir de ce moment-là, la fonction de l'armée française, c'est de défendre le territoire de la nation. C'est pas d'aller faire des opérations de police guerrière au Moyen-Orient. Hein. Donc la fonction de l'armée française, c'est de défendre le territoire français. La France ne doit pas avoir une politique agressive. Elle n'a pas une tradition de politique étrangère agressive. Donc, excuse-moi, je t'interromps Jean-Pierre, parce que ce qui est terrible, c'est que l'OTAN, dans les traités, non plus. L'OTAN est une organisation où les membres se portent assistance s'ils sont attaqués. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte que petit à petit ça dérive même dans notre esprit. Parce que maintenant on parle de l'OTAN comme des gens qui effectivement vont faire des opérations quelque part pour défendre leurs intérêts économiques, guerriers ou de puissance pure. Alors qu'en fait à l'origine ce n'est que des gens de l'Atlantique Nord, des nord-atlantistes, qui se sont prêtés une assistance mutuelle, qui se sont jurés une assistance mutuelle en cas d'attaque. Donc, si nous sortions de l'OTAN, moi, ce que je vois, la seule conséquence que ça aurait, c'est qu'on ne serait pas obligé d'aller défendre un autre pays de l'OTAN s'il est attaqué. Et est-ce qu'on pourrait mettre notre armée à disposition de l'ONU? Bien sûr. Quelques militaires français qui sont sortis de l'ONU. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une partie de l'armée française qui est pour l'ONU, qui est contre la partie française qui est pour l'OTAN. Alors pour l'instant, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Hein. Bah si, parce que l'ONU condamne la plupart des attaques de l'OTAN. Ceci a été changé quand même, le fait d'avoir un rôle seulement de protéger, ça a été changé en 1999, suite à l'intervention en Yougoslavie, qui n'était pas un membre de l'OTAN. Donc cette intervention d'ailleurs a été faite de façon illégale. Hein, et suite à ça, on a revu les objectifs, notamment en expliquant que le monde avait évolué, que maintenant la sécurité c'était plus compliqué, qu'en gros il pouvait faire des interventions extérieures pour garantir notre sécurité. Donc après, ça évolue. Non, monsieur dit qu'à partir de 1999, il y a eu effectivement un tournant dans les attitudes de l'OTAN qui jusqu'en 1999 respectaient à peu près la charte. Et c'est depuis 1999, depuis la Serbie, où là ça s'est produit en dehors de tout mandat de Conseil de sécurité, qu'après il y a eu d'autres actions qui ont montré que c'était des actes d'agressivité et non plus de défense. Tout à fait. Et ceci a été changé dans la charte. Désormais dans la charte. Jean-Pierre, ensuite. Article 5. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Attends, c'est après. La fin assistera la partie ou les parties ainsi attaquées, en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris... Non, il ne dit pas qu'elle se donne le droit d'attaquer ailleurs. Mais non. C'est bien pour ça que j'ai dit dans la présentation qu'à partir de 1999, c'était contraire à la charte de l'OTAN. Juste, peux-tu nous montrer la carte des points chauds ou la carte des membres de l'OTAN, de l'Union européenne? Parce que je vais, juste avant de partir, je vais m'amuser à jouer aux stratèges militaires de manière assez simple. C'est quelque chose qui m'est venu quand j'ai vu la carte. Voilà, celle-là. Alors qu'aujourd'hui... Non, ta carte de l'OTAN, là, voilà, ça c'est très bien. En fait, l'OTAN est effectivement pour savoir s'il faut sortir ou non, je raisonne basiquement. Rappelez les Suisses. L'OTAN, effectivement, est un traité où chacun se porte assistance en cas d'attaque. Moi, je suis français, je suis là. Tous ceux-là, ils sont membres de l'OTAN, ils se portent assistance s'ils sont attaqués. Ben, assez basiquement, moi je dis, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire dans l'OTAN? Je suis entouré de membres de l'OTAN, je vais m'abstenir, je vais me dégager de toutes les obligations que ça engendre, mais je suis finalement vachement bien entouré par l'OTAN. Mais ça, encore une fois, c'est la théorie, mais sur le plan pratique, l'OTAN, c'est plus ça. C'est plus, quand on voit l'intervention en Libye, quand on voit... je veux dire, on peut se cantonner au texte, mais maintenant, l'OTAN est ouvertement sans... Enfin, voilà.
sans secret, sans utilisé sans complexe pour intervenir dans d'autres continents à des fins qui sont même pas... C'est des armées d'offense. Mais ce n'est pas ça que j'ai signé comme traité. Oui, alors oui, on est d'accord. Oui. Après, un moyen à l'amiable, ça serait de dire je continue à payer ma part pour l'OTAN, mais j'en fais plus partie. Ça peut se négocier. Vous allez, comme ça, on paye notre départ. Mais non, mais qu'on travaille pour l'ONU, pourquoi il y a ces deux trucs là On est dans le casque bleu, il y a la Oui, France non, du mais casque bleu. par rapport à l'OTAN, c'est ridicule. Les casques bleus, c'est quoi ces trucs là? Ils sont où? Ils sont cachés? Je dois cache-cache et... Non, mais c'est des missions. Ils sont censés créer la sécurité, sachant que c'est l'OTAN qui crée la merde. Il y a un problème quand même, l'histoire. On est en train de parler depuis 2 heures de l'impérialisme américain, c'est tout ce dont on parle. On parle de quelqu'un qui est d'un pays qui viole tout le droit international et qui le fait aux yeux de tous, sans aucune possibilité qu'on se défende pour quoi que ce soit. Il faut donc sortir. Et ceux qui disent je suis pas content de ce qu'ils font, ils financent l'économie américaine à tout voir, enfin l'économie du monde, ils s'en fichent quoi, les Chinois, les Russes, les Français. On est en train de parler d'impérialisme américain. Les Américains font ce que faisaient les Romains et d'autres, les Allemands. Voilà. C'est ça qui m'en a donné l'idée. En plus, quand tu vois les points chauds de l'OTAN, ça ce sont les points chauds selon l'OTAN. Ben, il n'y en a pas en France. Hein. Le lac de Constance, c'est dangereux. Pour l'Allemagne et la Suisse, c'est chaud. Donc sincèrement, là, on a une bonne raison pour dire en plus on n'a plus rien à y faire. Nous c'est trop fort. Moi je pense que c'est compliqué de sortir tout seul de l'OTAN. Hein. Je pense qu'il faudra avoir une discussion avec nos partenaires. Avec la Suisse. Non, justement, je suis là tout de suite. Parce que l'histoire a démontré qu'à chaque fois que la France a pris l'initiative de faire quelque chose, les autres pays ont suivi. Voilà. Oui, mais bon, pour moi, en fait, l'OTAN, il faudrait la disloquer, en fait. On peut pas avoir d'un côté l'OTAN et... On l'a bien vu tout à l'heure, que l'OTAN représentait, en grosso modo, les trois quarts du budget venaient des États-Unis. Et pour mettre fin à cet impérialisme américain, il ne faut pas seulement se dire qu'il faut sortir de l'OTAN. Il faut aussi avoir une politique qui mette fin à l'impérialisme américain au niveau culturel. Vous voyez, vous écoutez la radio, les 3 quarts des chansons sont américaines. Vous allez au cinéma, les 3 quarts des films sont américains. Vous regardez beaucoup les États-Unis, vous achetez beaucoup américains. Il faut donner la conscience au peuple aussi qu'il faut arrêter de consommer américain. La France fait ça, les autres vont suivre. Et c'est là que la superpuissance américaine va diminuer. Il ne peut faire que cette manière. Alors, je vois pas comment ça peut être pire que maintenant. Hein. Bah si, qu'on se fasse défoncer, nous. Il y a bien un moment dans la vie où il faut prendre des risques. Hein. En tout cas, nos enfants vont se faire tuer dans des pays qui ne nous ont rien fait. Hein, pour l'instant. Et en attendant, il y a les attentats terroristes que nous avons eus ces dernières années. On n'en a pas parlé ce soir, mais il est plus que vraisemblable que si nous ne faisions pas partie de l'OTAN, il n'y aurait pas ces attentats ici en France. Hein. Enfin, soyons réalistes. C'est pas les mêmes. Soyons réalistes. Qu'est-ce que font des soldats français qui font de la formation dans le cadre de l'OTAN en Ukraine pour aller emmerder les gens du Donbass? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On n'a aucun intérêt. Le Donbass ou l'Ukraine ne nous a jamais attaqués, ne nous a jamais rien fait. Est-ce que derrière ça, il y a comment dire? Est-ce que pourquoi est-ce qu'on organise quand il y a des tensions diplomatiques dans des pays? Parce que nous on dit il y a des tensions, donc du coup ça peut se répercuter. Alors du coup il faut intervenir. La France, les États-Unis doivent intervenir dans le monde pour prévenir tout ça. Mais si on obligeait les pays où il y a des tensions administratives ou politiques à organiser des élections sous l'ONU ou l'OTAN, si on organise des élections transparentes dans tous ces pays là ou ces régions qui sont tendues, ce serait quand même plus sympathique. Tu vas imposer des élections transparentes dans des pays... c'est mieux que des bombes. Mais ce qu'il faut voir, c'est le monde est en train de changer. Il y a la paix en Corée. Quand je parle des nouvelles routes de la soie, c'est ça qui crée le contexte depuis 3-4 ans. C'est-à-dire que le même jour, il y avait le président indien qui rencontrait le président chinois pour parler justement des zones conflictuelles. Et il y a même le Japon qui veut se rapprocher de la Chine. Nous, en Occident, on veut sauver notre système financier. Ça, on est tous d'accord. Et on va droit dans le mur, parce qu'on ne peut pas faire la paix et sauver les financiers. Si on veut sauver les gens, il y a des choses à faire. Il faut sortir de l'OTAN, de l'Union européenne, éliminer le système financier.
Et donc, à partir de ça, c'est des choix à faire. C'est des choix, c'est est-ce qu'on défend le peuple ou on défend quelques intérêts particuliers. Est-ce qu'on accepte de subir l'Empire ou est-ce qu'on veut en sortir? Le vrai problème, c'est qu'en fait, bon là, on est tous là, on pense tous pareil, mais dans la grande majorité des gens, dès que vous commencez à parler d'OTAN, de la Russie, ils sont tous à l'inverse de ce qu'on pense nous, quoi. Ils sont tous d'accord en fait, ils conçoivent. Alors est-ce que c'est pour ça que je crois qu'on a un gros travail d'information à faire. Le problème c'est celui-là, parce qu'on n'avancera jamais, parce que la plupart des gens, pourquoi? Parce que le système fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Tu parlais de la mondialisation de la Russie, grande méchante, qui va envahir le reste du monde, tout ça. Enfin, ou alors le Moyen-Orient, ils sont tous barbus, tous méchants, ils veulent tout détruire. Enfin voilà, c'est vraiment. Le vrai problème il est là en fait. Si les gens arrivaient un peu à sortir du réfléchir, le savoir même. Ces intérêts particuliers, il y a un autre problème que j'estime moi être le premier, c'est la corruption des élites. Ouais, parce que si on est dans ce bordel, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous y a mis, parce que moi j'ai pas demandé. Parce que vous avez demandé, vous? Moi j'ai pas demandé à être ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN. Donc, à mon avis, l'histoire de la corruption des élites, on l'appelle comme on veut, on peut changer le mot si c'est pas trop correct ou si c'est un terme juridique d'accusation, on peut changer le mot. Mais il y a des gens qui nous ont mis dans ce bordel et qui ont récolté des fruits de cette histoire, et c'est pas nous, et pas nos enfants non plus, ni pour le futur, ni quoi que ce soit. Il y a évidemment le problème de la propagande, mais en fait ça vient toujours du même endroit. Il y a l'impérialisme américain qui nous impose sa propagande et qui achète nos élites, par la FAF, par tout un tas de systèmes. Ouais, mais moi je pense pas que la corruption. Je pense que le problème, c'est qu'il y a un système qui est en place, qui est bien en place et qui fonctionne très bien, qui bénéficie à un petit nombre de personnes, et ces fameux intérêts particuliers, qui possèdent la plupart des médias, qui véhiculent du coup une vision du monde qui les arrange, et qui donc qui font intervenir les puissances dans le monde afin d'assouvir leurs intérêts, quoi. Bon, malheureusement, vous trouverez toujours des gens à placer à la tête des États ou des gens qui veulent aller au pouvoir qui vont converger avec ces gens-là. On n'arrivera jamais à s'en... C'est sûr, c'est sûr. Donc je pense que le problème de dire oh les gens sont corrompus, il faut qu'on change ça, si on aborde le problème par ce point-là, on n'y arrivera pas, je pense. Enfin, moi c'est mon point de vue. Je constate qu'il y a des gens qui ont fait des trucs contre l'intérêt du pays et que dans certains pays c'est la peine de mort pour ça. Ça s'appelle de la haute trahison. Ouais, tout à fait. Dans des pays libres, encore aujourd'hui, des pays de grande notoriété, quand vous vendez des intérêts de votre pays à des intérêts étrangers, ça s'appelle du lobbying, des conflits, tout ce que vous voulez, c'est la haute trahison. Les mecs sont pendus. Les mecs sont pendus. C'est peine de mort, il n'y a pas d'histoire, c'est pas autre chose. Donc si ça n'existe pas en France, c'est qu'il y a une raison de tout ça. Si on ne peut pas, si nos dirigeants ne peuvent pas être traités pénalement, c'est qu'il y a un problème. À mon avis, ça s'appelle la corruption ou autre chose, mais c'est la même chose. C'est parce qu'il fait allusion au fait que dans la Constitution, on a soustrait le droit du peuple de porter plainte pour trahison de la part de l'élite. Ça a été sorti de la Constitution. Le crime de trahison par le président de la République et le crime de complot contre la sûreté de l'État, voilà, qui ont été supprimés, je ne sais plus dans quel ordre, mais un qui a été supprimé en 1993, juste après la signature du traité de Maastricht, et l'autre qui a été supprimé à la fin de la présidence Chirac, juste avant la signature du traité de Lisbonne. Voilà. Ça a été fait pour ça. Tout est bien ficelé. Comment ? Tout est bien ficelé. Exactement. Pour répondre à la question, on trouvera toujours des gens, moi je dis que non. Je dis qu'évidemment il y en a dans la vie, mais quand on est chef d'État, c'est absolument impossible de signer les traités. Vous les avez lus les traités ? Il n'y a rien pour nous. Les mots liberté, machin sont écrits au début, mais tout le reste c'est que des coups pourris. Mais on est d'accord. Je les ai lus les traités, c'est que des coups pourris. Il n'y a rien pour nous. Donc si les gens les signent... Les citoyens sont absolument pas... Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc il faut le nommer, ça, ce phénomène. Il faut le pointer, ce phénomène. Parce qu'avant de voter, il serait bon de lire la Constitution, mais tu as raison, mais Macron, on l'a élu, donc s'il signe, je ne sais plus quel est l'article, le président de la République est garant des traités internationaux. Voilà. Mais il est garant, c'est-à-dire qu'il peut signer, il fait ce qu'il veut. Et c'est nous qui l'avons élu. Donc le suffrage universel, on en pense ce qu'on veut, je ne pense pas le plus grand bien, personnellement. Bien sûr. Bon, tu dis qu'ils sont corrompus, non, ils ont été élus, c'est tout, ils sont élus. On n'est pas dans la démocratie directe, on est dans la... Il y a quand même un devoir d'information qu'ils n'ont pas, parce que les élites nous expliquent rien du tout. Non, mais les élites, on les a élus. Voilà.
Mais ils ont un devoir d'information, mais ils mentent. Le mensonge et le devoir d'information, c'est quand même... S'il ne cherche pas à savoir et à faire la recherche par lui-même, c'est pas le reste qui va lui donner des cartes en main pour comprendre ce qui se passe. C'est le quatrième pouvoir, médiatique. Voilà, comme on avait dit, voilà, c'est plein d'intérêts américains privés et des gros lobbies qui les financent. Voilà, qui possède CNews, Bolloré, qui possède BFM TV, Drahi, et je pourrais continuer. Voilà. Mais les gens, aujourd'hui, ils commencent à s'en rendre compte, pas encore une majorité, mais progressivement, ils se rendent compte.